c'est Elliot et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser sur comment mieux gérer ton argent. Donc on va s'intéresser finalement au côté finances personnelles. Comme tu sais, de manière générale, je fais surtout des vidéos sur le trading, l'investissement, la finance, qui est plutôt le front-end, qui est mon revenu actif. D'accord, le trading, c'est mon revenu actif, mais il faut pas oublier que, soit pour un trader, mais même un entrepreneur, quelqu'un qui a des business, un employé, tout le monde a un certain back-end. Tout le monde doit gérer son argent, gérer ses dépenses. Et donc, la finance personnelle est un sujet qui concerne tout le monde. C'est pour ça que j'ai passé plus d'un an à créer justement un programme autour de l'investissement long terme, de la gestion de son lifestyle, de la gestion de ses finances, etc. Et donc, dans cette vidéo précise, je pensais que c'était intéressant finalement de te partager une des leçons du Smart Finance Pro complètement gratuitement, où je te partage justement 4 étapes, 4 points clés pour mieux gérer ton argent et améliorer au long terme tes finances personnelles. Donc sur ce, bon visionnage. Alors dans cette leçon, je voulais ajouter quelques petites règles, quelques petites subtilités et aussi un petit récap de tout ce qu'on a pu voir finalement au fur et à mesure de ce module sur la finance personnelle. Donc il y a 4 points que j'aimerais vraiment développer. Donc tu verras, c'est certains points où je savais pas trop vraiment où les mettre ou certains points où j'aimerais vraiment remettre l'accent dessus sur la fin de ce module pour que tu l'aies vraiment bien en tête. Donc une des premières règles dont j'aimerais te parler, c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment couvert, c'est le sujet de la dette. Donc plusieurs personnes vont prendre de la dette de manière générale, qui peut être de la dette pour un investissement, typiquement prendre de la dette pour acheter une maison ou quoi que ce soit. Et d'autres personnes vont aussi prendre de la dette, donc un prêt à la consommation, c'est vraiment le pire truc que tu peux faire, ou alors de la dette pour acheter une voiture, ou enfin bref, n'importe. Mais il y a une certaine utilisation de la dette. Évidemment, moins tu as de dette, mieux c'est. Il faut bien que tu comprennes que ça fait des centaines d'années que les gouvernements, les politiques, les systèmes bancaires ont compris que la dette était un moyen incroyable de enlever la liberté aux personnes et de rendre les personnes esclaves. Et que ça soit d'un point de vue personnel, donc une personne littéralement, mais même d'un point de vue gouvernemental. Quand on a les États-Unis qui vont aller aider un pays du tiers-monde, qui vont aller leur financer des routes, des usines, des mines. On a aussi la Chine qui fait un gros travail en Afrique sur les 10 dernières années, où ils sont en train de mettre du capital, ils sont en train donc de prêter de l'argent. La vraie raison derrière, c'est que tous ces pays-là, tous ces pays qui ont moins les moyens deviennent complètement esclaves à la Chine, complètement esclaves aux États-Unis, parce qu'ils ont de la dette qu'ils sont obligés de repayer tous les mois. Ils se retrouvent dans une situation où leur PIB, la production de ce pays-là, est tout simplement juste transférée aux États-Unis, transférée à la Chine, au pouvoir principal qui, lui, peut continuer à grandir parce qu'il avait le capital et la possibilité de prêter de l'argent et après de le recevoir derrière. Tu comprends? On a aussi ce même système avec, généralement, les trafiquants de drogue. On dit très souvent, mais si tu veux comprendre l'économie et la finance et les comportements humains, tu regardes, alors c'est triste à dire, mais le business de la prostitution et le business des drogues. Tout simplement, le business des drogues, on sait que c'est très commun pour un trafiquant de donner une certaine dette à des clients, pas forcément les faire payer. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'après, cette personne-là, ce client, est esclave à ce dealer et devra toujours repayer. Et en quelque sorte, travaille maintenant pour lui. Il n'est plus libre. Il n'a plus le choix de se dire, tiens, je vais plus acheter de drogue à ce gars, je vais peut-être aller là, ou je vais faire ci, je vais... Non. Maintenant, il a une littéralement obligation et un bond, ok, donc quand il y a une dette, ça s'appelle une obligation, c'est pas pour rien. Il y a une obligation envers cette personne-là et on a en quelque sorte en français, je sais pas comment on dit, mais enslavement, donc ça réduit la liberté de cette personne. Quelque chose d'autre que tu peux faire, c'est littéralement aller sur Google et tu tapes DTI, donc c'est Debt to Income, donc dette par rapport au revenu et c'est un ratio. Donc DTI par pays. Et tu vas voir que dans la plupart des cas, les personnes travaillent pas pour créer une richesse générationnelle, pas pour vivre comme des rois. Non, ils travaillent techniquement pour quelqu'un d'autre juste afin de payer quelqu'un d'autre qui leur a avancé de l'argent auparavant. Donc de manière générale, essaye de toujours éviter de t'endetter au maximum possible. Tu verras que dans beaucoup de pays, les DTI sont au-dessus de 100%. Ok, donc littéralement, ce que les gens doivent est au-dessus de ce qu'ils gagnent. Mais je dirais comme règle, parce que bon, on peut quand même aussi prendre de la dette pour certaines choses. Ça peut d'ailleurs parfois être malin. Je prends l'exemple de par exemple une voiture. Le fait d'acheter une voiture, si tu as vraiment les moyens, tu peux avoir la décision de est-ce que j'achète cette voiture en cash ou alors est-ce que je fais un prêt? Parce que dans les deux cas, il y a un positif et un négatif. Le fait de l'acheter en cash, alors certes, t'as pas de dette, mais le problème, c'est que tu vas réduire ta liquidité. Je te rappelle le calcul de santé financière, mais tes assets liquides, c'est très important. Donc, est-ce que tu vas sacrifier ta liquidité pour acheter cette voiture ou alors est-ce que tu vas plutôt prendre de la dette pour garder tes assets liquides ou alors garder tes investissements parce que tu sais que cet argent-là pourrait être investi à 8% par an et que la dette te coûte seulement 2%, 3% par an? Bon, auquel cas, ouais, c'est plutôt malin de
de prendre de la dette pour payer ta voiture à 2-3%. Maintenant, si tu me dis que la dette pour payer ta voiture, elle est à 20% par an, bon, non, si tu es incapable de faire 20% par an sur les marchés, prends la voiture en cash, ça va t'éviter de payer, de perdre 20% par an. Et encore une fois, ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir pendant ce programme. Mais de manière générale, je veux qu'en tant que règle, tu prennes ça pour toi personnellement. Que ton DTI, donc ton Debt to Income Ratio, je veux qu'il soit à moins de 10%. Ça veut dire, si tu gagnes 1000 euros par mois, je veux que ta dette soit au maximum 100 euros par mois de paiement. Donc, si, imaginons, tu gagnes 2500 euros par mois et que tu vois une voiture super sympa, etc. et qu'au concessionnaire, on t'explique qu'avec de la dette, etc., ça te coûte seulement 400 euros par mois, bon, tu te dis pourquoi pas. Mais là, si on prend 2005, 400 euros par mois, tu vois que là, en termes de ratio, ça te fait dépasser les 10%. Ok, on a juste à faire le calcul. Donc, 400 divisé par 2500 égale 0,16. On peut faire multiplier par 100 si tu veux, ce qui nous fait 16%. Ok, donc là, on a un DTI qui est à 16%, ce qui est au-dessus donc des 10%, donc jamais de la vie. Dans ce cas-là, tu prends une voiture au maximum qui va te coûter 250 euros par mois. Et le fait de voir aussi ton debt to income ratio de cette manière-là, c'est que je pense que tu as déjà dû voir ça passer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui vont appeler de la bonne dette, qu'il y a de la bonne dette et il y a de la mauvaise dette. La bonne dette, c'est prendre de la dette pour investir et auquel cas cette dette te permet de gagner plus d'argent et auquel cas c'est de la bonne dette. Mais parfois c'est de la mauvaise dette si c'est pour acheter par exemple une voiture qui va juste décoter, etc. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Non. Donc de cette manière-là, en regardant la formule en tant qu'un DTI à moins de 10%, si tu décides d'aller prendre de la dette, sauf que cette dette-là, contrairement à la dette de acheter une voiture qui la voiture ne va rien te générer, ça va juste te donner 400 balles de dette et ça va pas changer tes revenus mensuels. Maintenant, si tu me dis que tu vas aller chercher de la dette, peut-être qui est à 500 euros par mois, sauf que ces 500 euros par mois vont te permettre de te rajouter du income, peut-être que ton DTI, il sera toujours sous les 10%. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça permet de prendre en compte aussi le good debt et bad debt. Mais rentre surtout pas dans cette erreur de littéralement prendre de la dette qui va te coûter en plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un investissement que tu prends où tu as une certaine dette, donc un certain coût mensuel, peut-être de 1000 euros par mois, c'est peut-être un crédit sur une maison, et cet investissement te rapporte 500 euros par mois, tu peux réaliser que c'est un investissement, premièrement, qui est déficitaire, donc c'est même pas un investissement qui te rajoute du cash flow, c'est un investissement qui te coûte de l'argent tous les mois à garder, donc pas une très bonne idée. Et en plus de ça, ça va te rajouter de la dette qui, comme je te le dis, de manière générale, est utilisée pour enslave les personnes, attacher les personnes, mais littéralement mettre tu vois, les boules de métal aux pieds. C'est, quand je regarde la majorité de la population, ils sont comme ça. Tu les vois marcher dans la rue, littéralement, ils ont la boule de métal aux pieds, ils sont cloués là où ils habitent et généralement, pour la plupart des personnes, ils sont cloués à cause de leur maison, de leur achat. Pourquoi d'ailleurs, on va en reparler plusieurs fois dans le programme, dans le fait d'investir en immobilier. Et pour beaucoup de personnes, c'est pas forcément un bon move et un bon play. Maintenant, la deuxième règle dont je veux que tu te souviennes, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais c'est le fait d'automatiser tes dépenses. Je t'en avais déjà parlé sur une leçon spécifique sur ça, mais au minimum, il faut que tu économises 10% de ce que tu gagnes automatiquement. Encore une fois, si tu es payé le 25, tu vas sur ta banque en ligne et tu fais un virement automatique dans tes savings de 10% de ce que tu gagnes. Si tu gagnes 2005, 10% ça fait 250 balles, et ben tu fais un virement automatique d'une valeur de 250 balles le 26 de tous les mois. Et 3 mois plus tard, donc tous les trimestres, tu mets un rappel sur Google Calendar d'augmenter cette valeur-là, ok, qui était de 250 euros. Tu l'augmentes de 10% tous les 3 mois. Donc encore une fois, ça nous fait 250 fois 1,1, 275. Donc 3 mois plus tard, tu économises 275 euros par mois. 3 mois plus tard encore, fois 1,1, tu économises 302 euros par mois. Et encore une fois, tout ça de manière automatique. Je te paye d'abord. C'est pas tu dépenses et à la fin du mois, tu vois ce qui reste. Non, tu le fais dans cet ordre-là. Maintenant, la troisième règle dont je veux que tu te souviennes, c'est que l'argent égale le mérite à la longue. Rappelle-toi, je t'avais partagé quelque chose dans le premier module qui ressemblait à quelque chose comme ça. Et donc, on a des personnes, si tu veux, ça, c'est ta ligne de connaissance, c'est ta ligne de pouvoir financier, de connaissance financière, de savoir-faire financier. Et on a après leur courbe d'argent qui, de manière générale, suit cette courbe, d'accord, et qui oscille autour de cette courbe. Et parfois, les personnes peuvent avoir une rentrée d'argent extrême, comme ça peut être gagner au loto, ça peut être trouver de l'argent, enfin bref, j'en sais rien, mais toujours, l'argent va revenir à la valeur de la personne. Et pareil, quand c'est trop bas, peut-être il y a des personnes, ils ont des moments difficiles. Si on regarde tous les plus grands businessmen, les plus grands investisseurs, ils ont tous eu des moments de drawdown, des moments où leurs finances, c'était pas top, alors que la personne en elle-même mérite, techniquement,
maintenant bien plus d'argent. Toujours, on a un retour à la normale et on a toujours plus ou moins ce qu'on mérite. Donc ça, je te l'avais vraiment bien expliqué et crois-moi, je peux pas te montrer le nombre d'exemples que j'ai dans mon entourage de personnes à qui quelque chose comme ça a pu arriver. Tu peux aussi regarder les gens qui gagnent au loto, tu peux regarder les athlètes. Les athlètes gagnent beaucoup d'argent. Donc les athlètes, de manière générale, vont pas avoir une ligne rouge qui va augmenter en flèche. Par exemple, toi, en prenant cette formation, en regardant ce programme, le but, c'est que cette ligne rouge, on arrive à te la faire augmenter comme ça drastiquement pour que l'oscillation de ton argent suive cette ligne rouge et tu puisses avoir une fortune personnelle, une richesse personnelle qui suit ta ligne rouge, ok, et qui suit tes connaissances et ton savoir-faire financier. C'est ça, au final, le but de ce programme. Et donc, je te disais, il y a beaucoup d'athlètes, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une courbe un peu comme la verte, ça commence, puis ils deviennent connus, ça devient des grands athlètes. Donc ce qui se passe, c'est quelque chose comme ça, ok? Donc là, ils ont leur carrière, ils sont au max, ils font beaucoup d'argent, ça peut être des boxeurs, des footballeurs, des ce que tu veux. Puis vient la fin de leur carrière, ou même une blessure, ou peu importe. Et de manière générale, pour beaucoup d'entre eux qui n'ont pas fait ce travail personnel d'augmenter cette ligne rouge, donc leur connaissance personnelle, leur savoir-faire financier, pour beaucoup, littéralement, leur argent revient là où ils étaient. Et généralement, quand ça retombe, tu peux voir qu'il y a une petite partie négative. Et ça, généralement, c'est dépression, ils rentrent dans de la dette, et ci, et ça. Et puis après, ils se refont un petit peu, et puis ils sont là où ils méritaient d'être. Et encore une fois, avec la format, avec ce programme, moi, mon but, c'est que dans ce cas-là, pour le footballeur ou quoi que ce soit, on arrive à faire quelque chose comme ça, tu vois, et que là, on arrive à suivre justement et que ton argent arrive à le garder, à le multiplier et à vraiment créer une richesse générationnelle. Donc, en parlant de ça aussi, un petit tip que j'ai pour toi, mais on sait jamais si, imaginons, tu reçois un héritage important demain. Bon, tout le monde a des situations différentes, hein, si c'est ton cas, tant mieux. Mais si, unexpectedly, tu reçois une somme d'argent importante, il y a peut-être une revente d'une de tes sociétés, tu as peut-être un gros investissement qui passe, mais genre what the fuck, et tu as beaucoup d'argent qui est rentré, ou alors ça peut être un héritage, ou alors pour beaucoup, à l'époque, ça a été des trucs NFT, ou enfin bref, n'importe quelle est la raison. Mais si tu te retrouves un jour dans une situation où tu as beaucoup d'argent qui rentre d'un coup et que tu n'as pas vraiment mérité, tu vois ce que je veux dire, tel qu'un héritage, tel que de l'argent que tu n'as pas du tout mérité, que c'était pas fait exprès ou que ce que tu veux. Si tu reçois cet argent, je te conseille vraiment de ne pas le toucher pendant un minimum de 3 mois. T'as beau avoir 1 million de dollars qui te tombe sur les bras d'héritage de ci, de ça, ne va pas te dire « Ok, bon alors là, avec ces 1 million de dollars, alors toi, tu fais partie de 95% de la population et c'est « Ah putain, tu vois, je vais me faire plaisir, je vais prendre des vacances, je vais aller en club, je vais finalement m'acheter cette voiture, je vais finalement m'acheter une montre. » ça, pire truc à faire, évidemment. Ou alors, tu es peut-être un peu plus intelligent et tu te dis « Ok, j'ai 5 millions de dollars, maintenant je vais tout de suite aller les investir, je vais faire ci, je vais faire… » Non, arrête. Pourquoi? Parce que ta ligne rouge, elle est encore là. Et là, tu te retrouves dans cette situation où il y a une différence entre l'argent que tu as et ta valeur vraiment personnelle. Et tu peux être quasi sûr que l'argent, il va retomber. Donc, ton but, c'est de, quand tu reçois l'argent, te donner 3 mois où cet argent, tu ne le touches pas. Je m'en fous qu'il y ait une opportunité de ouf sur le Bitcoin, sur le ci, sur le ça. Des opportunités, il y en a tout le temps. La vie est très longue. 3 mois, c'est rien. D'accord? Donc, si tu reçois de l'argent pendant 3 mois, tu le mets sur un compte et tu t'habitues premièrement à voir les chiffres. Tu t'habitues à voir cet argent et à ne pas l'utiliser. Et tu vas voir que dans 3 mois, très probablement, tu n'auras peut-être même pas envie de l'utiliser cet argent et tu pourras l'utiliser à bon escient et émotionnellement stable et pas avec euphorie. Parce que je le dis très souvent, mais si quelqu'un ne sait pas gérer 5 000 euros, tu lui donnes 5 millions, il va pas savoir mieux gérer 5 millions. Et crois-moi, plus on a des sommes importantes, plus la gestion est compliquée. Parce qu'il y a aussi une grosse partie émotionnelle, etc. Mais donc voilà, ça serait mon conseil pour toi pour cette règle numéro 3. Et maintenant, le dernier point que je veux que tu gardes en tête, c'est qu'il y a une grande différence entre ce que j'appelle wealth, donc c'est en anglais, mais wealth, c'est vraiment richesse. Tu vois ce que je veux dire? Et riche. Riche, c'est le gars que tu vois passer en Lambo, en Ferrari, tu te dis putain, lui, il est riche. Tu vois. Cette différence-là entre wealth et rich, c'est que rich, c'est juste de l'argent. C'est peut-être une fortune personnelle, c'est peut-être, putain, ce gars-là, il a 10 millions. Il est riche. Wealth, sa richesse, c'est combien de temps? C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'argent, c'est quelque chose qui est en rapport avec le temps. Et je te rappelle le calcul de santé financière. La manière dont je veux que tu calcules ta santé financière, c'est en termes de temps. C'est pas en termes de dollars. Je m'en fous de dollars. Crois-moi, il y a des personnes qui peuvent avoir 10 millions de dollars et être beaucoup plus stressées financièrement, être beaucoup plus mal financièrement qu'un gars qui a 1 million de dollars littéralement. Et ce mec-là, mais il a une richesse incroyable par rapport au gars qui a 10 millions. Je te rappelle la formule, mais donc on a asset
liquides divisé par nos dépenses moins nos revenus passifs. Et ça va nous donner un résultat en termes de mois. Et évidemment, si on arrive à un point où nos revenus passifs sont égaux ou supérieurs à nos dépenses, on se retrouve avec ce chiffre-là qui est négatif. Et comme on sait, divisé par un chiffre négatif, c'est égal à plus infini. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment atteint l'indépendance financière totale, qu'on peut prendre notre retraite, voyager le monde, s'en foutre de ce qui se passe et on sait qu'on va pouvoir vivre jusqu'à la fin de notre vie. Et ça, c'est ce que j'appelle la richesse. Ça devrait être ça le but. Pas riche, j'ai tant d'argent, on s'en bat les couilles. Combien t'as d'argent? C'est pas vraiment ça qui compte. Au bout du compte, je le rappelle, l'argent est juste un moyen d'échange. Le but, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Le but, c'est d'avoir beaucoup de temps. Et c'est vraiment ça, la richesse. Alors, je sais que le sujet de la finance personnelle est un sujet dont moins de personnes parlent sur les réseaux parce que c'est plus chiant, ça fait moins rêver, c'est sûr. Mais la réalité, c'est que je peux te le dire, c'est de manière générale pour énormément de personnes ce qui fait réellement la différence à long terme. Donc je sais que c'est pas particulièrement vendeur, je sais que ça fait pas particulièrement rêver, mais je sais aussi réellement que c'est ce qui peut potentiellement te donner et t'apporter le plus de valeur. J'espère en tout cas qu'une des 57 leçons du Smart Finance Pro t'a pu être utile aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires. Si le Smart Finance Pro est aussi un programme qui t'intéresse, je t'invite à aller dans la description, il y aura tous les liens. Sur ce, si tu as quoi que ce soit comme question, évidemment, n'oublie pas de les mettre dans les commentaires. Tu peux aller checker les autres vidéos de ma chaîne Trading, Finance, Investissement. Sur ce, c'était Elliot. Ciao, ciao.